Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie de la série Examen IRM, ce que tout médecin ou carabin devrait savoir. Et la fois précédente, j'ai tenté de simplifier les principes de fonctionnement de base de l'IRM et j'ai été agréablement touché par vos retours en commentaire et vos encouragements, que ce soit sur Facebook ou YouTube. J'espère être à la hauteur des espérances et pouvoir continuer sur cette lancée. Et me montrer bien sûr assez régulier, mais surtout aussi efficace que long dans mes explications. Donc, cette fois-ci, je vais aborder le thème des différents types d'appareils IRM. Et je vous imagine déjà en train de faire cette tête et de vous dire « Ah bon? Ah bon? Il n'y a pas qu'une seule IRM en fait? C'est pas partout pareil ?» Eh ben non, il n'y a pas qu'un seul type d'IRM. Et d'où l'intérêt de cette vidéo. Il n'y en a pas qu'un seul type en fait, et heureusement d'ailleurs, et on verra pourquoi. Donc, quels sont donc les différents types d'appareils IRM actuels? En fait, ces machines varient en fonction de trois paramètres. Le premier paramètre étant l'intensité du champ magnétique. Le deuxième étant le type d'aimant utilisé. Et le troisième étant le constructeur de la machine, c'est-à-dire la marque de cette machine. On va commencer par l'intensité du champ magnétique. D'abord, et avant de commencer, est-ce que la puissance du champ magnétique est mesurable? Bien sûr que oui. Il existe en fait deux unités de mesure de l'intensité du champ magnétique, le Gauss et le Tesla. Oui, d'accord, mais lequel utiliser, me diriez-vous? En fait, le Gauss est une unité utilisée lorsqu'il s'agit de faibles champs magnétiques, comme celui de la Terre. Le Tesla, par contre, est une unité utilisée lorsqu'il est question de champs magnétiques puissants. Et pour avoir une idée de la dimension qui les sépare, un Tesla égale 10 000 Gauss. C'est comme dire par exemple que l'unité de mesure de la masse d'une masse quelconque est la tonne, alors que d'autres diront non. L'unité de mesure d'une masse, c'est le kilogramme ou le gramme. Or que une tonne, c'est en fait 1000 kg. C'est du pareil au même. Pareil pour le Tesla et le Gauss. L'intensité du champ magnétique terrestre, pour vous donner une idée globale, l'intensité du champ magnétique terrestre, par exemple, est de l'ordre du 0,5 Gauss, c'est-à-dire 50 micro-Tesla. Alors que l'intensité du champ magnétique d'un appareil IRM est de l'ordre du 1 Tesla en général. Donc, ça vous donne une idée à peu près. C'est-à-dire que le champ magnétique d'une machine d'IRM est 50 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Donc ça vous donne vraiment une idée de la puissance de ce champ magnétique artificiel. Et bien évidemment, c'est toujours plus commode et plus classe, de dire qu'on dispose d'une IRM 1.5 ou 3 Tesla que de dire IRM à 15 000 ou 30 000 Gauss. Hein. Donc, en fonction de la puissance du champ magnétique, de l'appareil bien sûr, on arrive à distinguer plusieurs types, allant du bas champ à l'ultra haut champ. Le bas champ, en dessous de 0,3 Tesla, le champ modéré entre 0,3 et 1 Tesla, le haut champ entre 1 et 3 Tesla, et enfin le très haut champ et le ultra haut champ à partir au-delà de 3 Tesla. Dans le domaine médical, appliqué à l'homme, les puissances des champs magnétiques utilisés varient entre le 0,3 et le 3 Tesla. Et les plus répandus aujourd'hui dans le monde, donc ce que vous avez sans doute l'habitude de voir en pratique quotidienne, ce sont les IRM de 1,5 Tesla. C'est-à-dire que c'est les IRM à haut champ, entre 1 et 3 Tesla. Alors, pourquoi j'ai précisé dans le domaine médical appliqué à l'homme? Parce que les appareils à très haut et à ultra haut champ sont réservés au domaine médical appliqué à l'animal, comme sur cette IRM de 17 Tesla. En fait, pour avoir une certaine idée, chez l'homme, on est arrivé à 7 Tesla uniquement. Enfin, c'est pas uniquement, c'est déjà énorme, mais l'expérimentation est arrivée à 7 Tesla chez l'homme, voire même à 11 Tesla chez Siemens.
Donc, cet IRM à 17 Tesla, vous voyez, le tunnel est très étroit et ne permet pas l'exploration chez l'homme. Idem pour cet appareil de 23 Tesla, mais qui ne fait que de la spectroscopie, et donc pas de l'imagerie par résonance magnétique, mais seulement de la résonance magnétique nucléaire, c'est-à-dire des noyaux atomiques. Elle est à 23 Tesla quand même. Voilà, et comme une question en cache souvent une autre, vous pouvez vous demander, mais à quoi nous servirait d'avoir un champ magnétique plus fort? Genre, quelle est la différence entre une IRM à 0,3 et une à 3 Tesla? Et cela nous mènerait à discuter des avantages et des inconvénients des IRM à haut champ et des faibles champs. Et pour ce faire, j'ai décidé de réaliser une vidéo un peu plus détaillée, à vrai dire plus destinée aux résidents radiologiques qu'au reste des médecins ou des étudiants, pour la simple raison que j'estime qu'il s'agit de détails qui ne vous seront pas du tout utiles, et c'est justement pour répondre à la demande de certains résidents qui m'ont demandé de faire des vidéos plus détaillées, en quelque sorte. Pour comprendre et pouvoir vous expliquer de façon plus globale, il faudra revenir un peu en arrière à la vidéo où je traitais des principes de base de fonctionnement d'une IRM. Donc revenons en arrière. J'avais dit dans la vidéo précédente que lorsque nos organes étaient placés dans le champ magnétique B0 de l'appareil, les protons d'hydrogène se polarisaient et participaient à la délivrance d'une énergie perçue sous forme d'un signal après une impulsion électromagnétique par onde de radiofréquence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le champ magnétique est puissant, plus les protons qui se polarisent sont nombreux, et plus l'énergie délivrée par ces protons est grande. Donc, le signal recueilli sera important, l'image sera donc plus nette et plus informative. Inversement, lorsque la puissance du champ magnétique est faible, le recrutement protonique sera moindre, l'énergie délivrée et donc le signal recueillis seront faibles, les images seront de qualité médiocre et moins informatives. Ici, le cerveau de la patiente est soumis à un faible champ magnétique de 0,3 Tesla, qui va recruter un nombre limité de protons. Le signal sera donc faible et l'image de qualité moyenne à médiocre. Par contre là, le cerveau est soumis à un champ magnétique de 1,5 Tesla, qui va recruter et polariser beaucoup plus de protons. Le signal sera donc beaucoup plus important et il en résultera une image de meilleure qualité et plus informative. Et je vous prie de me croire que j'ai travaillé déjà sur du 0,3 Tesla quand j'étais au CHU de Beblouet. À chaque fois qu'on avait des doutes sur la détection d'anomalies ou un diagnostic donné en 0,3 Tesla, on reprenait le malade ou le patient aussitôt en 1,5 Tesla, et là, plus aucun doute, tout était clair. Donc, plus le champ magnétique est puissant, plus les images sont de qualité. Ici, à titre d'exemple, on arrive à constater la différence de qualité qu'il y a entre une coupe coronale T2 du cerveau passant par l'hypophyse à 1,5 Tesla et à 7 Tesla. Question de détail, il n'y a pas image, il n'y a pas photo. Ça n'a rien à voir entre le 1.5, regardez-moi la résolution entre le 1.5 et le 7 Tesla. La différence est bien sûr beaucoup moins marquée entre le 1.5 et le 3 Tesla, mais bon, le but était de vous montrer l'avantage d'avoir un haut champ magnétique. Donc voilà tout pour ce qui était de l'intensité du champ magnétique. Maintenant, on va s'intéresser au type d'aimant utilisé dans les appareils IRM. En fait, on distingue deux grands groupes d'IRM. Les appareils IRM fermés et les appareils IRM ouverts, qu'on appelle communément à champ fermé et à champ ouvert. Commençons par les IRM à champ fermé ou IRM fermé, plus communément connu sous le terme d'IRM à tunnel. Alors c'est quoi ? Ce n'est autre que ce magnifique petit bijou technologique aux formes bien rondes, aux courbes douces et harmonieuses, très loin d'être effrayantes en fait. En fait, c'est Philips qui je l'avoue, fait ce genre de design que j'aime beaucoup et que j'adore.
Non mais sérieusement, c'est tellement mignon que personnellement, quand je vois ça, je pense à un Pokémon. Et je sais que je commence à dérailler, mais bon, c'est plus fort que moi. Alors, l'IRM fermé, plus sérieusement, c'est quoi? C'est cette machine qui consiste à installer le patient sur cette table d'examen, puis le faire rentrer dans ce tunnel qui fait environ 1,50 m de long et un certain diamètre. Alors, précisez-le à vos patients si jamais vous leur expliquiez ce que c'est un jour, il faudra leur préciser que les deux bouts du tunnel sont ouverts, que ce tunnel est très bien éclairé, est bien aéré et bien ventilé et qu'il ne risque vraiment pas de manquer d'oxygène, et c'est très important. Hein, il ne risque pas de s'étouffer. Bon, alors, il faut quand même préciser que la grande majorité des IRM disponibles a un diamètre de 60 cm et que le problème avec ce diamètre est que bon, ça donne aux patients l'impression d'être enfermé dans un cercueil. C'est ce que du moins rapportent la plupart des patients. D'ailleurs, et en parlant de ça, le problème majeur de ce type d'appareil, ce sont les personnes claustrophobes, qui ne supportent pas l'étroitesse et qui nécessitent donc une sédation pendant l'examen, qui, je rappelle, est non dénuée de risque. Ou alors, qui nécessitent un traitement anxiolytique préalable. Enfin, dans les deux cas, ça nécessite des procédures supplémentaires. Le second problème de ces IRM à tunnel, ce sont les personnes obèses, donc les grands gabarits. Vous imaginez bien qu'une personne d'une telle corpulence, si elle veut bénéficier d'une IRM abdominale, ben, ça ne sera pas possible. En tout cas, pas sur ce type d'IRM à 60 cm de diamètre. C'est valable aussi pour les personnes très balèzes, à forte carrure, comme les bodybuilders et les grands de taille en fait. Eh oui. Mais heureusement que les constructeurs ont tout fait pour pallier à ce problème en pensant à des ajustements et à agencements permettant d'élargir le diamètre jusqu'à 70 cm. C'est une largeur qui est quand même significative, 10 cm d'écart. Ce type d'appareil est appelé IRM fermé à large tunnel, Wide Board Closed MRI. Ça permet en fait, et en effet, aux personnes corpulentes et à forte carrure de bénéficier de ce type d'examen. Cette personne, par exemple, si ce n'était pas une 70 cm, il ne serait pas passé à l'intérieur. Ici, cette personne, à 70 cm déjà, vous voyez que le tunnel est à peu près, et juste. Mais aussi, l'examen est mieux toléré. L'avantage de ces 70 cm, c'est que l'examen est mieux toléré par les personnes claustrophobes en offrant un espace plus large et plus de distance entre le front et le toit de l'appareil. Donc ça réduit cette sensation d'enfermement que perçoivent les personnes, surtout claustrophobes. D'accord. Une fois qu'on sait tout ça, on peut se demander de quoi est constitué cet appareil. Je sais que tout le monde est curieux. Ce type d'appareil est fait en fait d'un cylindre ou d'une bobine de fil métallique supraconducteur alimenté par un courant électrique intense, générant un puissant champ magnétique. Alors, ce champ magnétique, qu'on appelle communément B0, a la particularité d'être horizontal, couvrant l'ensemble du corps, toute la longueur du corps du patient qui est installé dans le tunnel. Mais surtout, il a la particularité d'être puissant, offrant une intensité de plus de 1 Tesla, c'est-à-dire que toutes les IRM à haut champ dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celles à 1.5 et à 3 Tesla, sont des IRM fermées à tunnel. Donc c'est ça la déduction qu'il faut faire. Et comme je l'ai dit, c'est le type d'appareil IRM le plus utilisé actuellement dans le monde. C'est, si on veut, on appelle ça le Worldwide Standard IRM à 1.5 Tesla. En fait, ce cylindre de fil supraconducteur soumis à un courant électrique tellement intense qu'à un certain moment, il commence à chauffer. Donc, pour refroidir le tout, on a pensé à plonger tout ce dispositif dans un bain d'hélium liquide. 1500 à 2000 litres d'hélium liquide entourent l'aimant. Et c'est l'ensemble de ce dispositif qui rend le champ magnétique si puissant, mais surtout très très cher. Eh oui, malheureusement. On a terminé donc avec l'IRM fermé, c'est-à-dire les IRM à tunnel. On va passer maintenant au deuxième type d'IRM, qui est
l'IRM à champ ouvert, ou plus communément appelé IRM ouverte. Alors en fait, vous remarquerez déjà que dans ce type de machine, il n'y a pas de tunnel. C'est plus large et plus spacieux. C'est pas en fait, c'est pas un trou. Mais surtout, c'est pas du tout mignon en fait. Hein, pas comme le petit bijou, le Pokémon de tout à l'heure. Hein. Dans ce type d'IRM ouverte, et en fonction du type d'aimant utilisé, on en distingue deux catégories. Une IRM ouverte en forme de C, ou en fer à cheval. Une IRM ouverte à deux pôles, avec un toit et une table. La première est faite d'un aimant en C, générant un champ magnétique vertical continu, offrant un champ magnétique de 0,2 à 0,5 Tesla. La seconde est faite de deux aimants de part et d'autre du patient, générant un champ magnétique vertical, idem, de 0,5 à 1,2 Tesla. L'avantage avec ces appareils, c'est que c'est très spacieux et confortable, il y a moins cette sensation d'enfermement et donc sont très pratiques pour les personnes claustrophobes et même les personnes à large carrure. Ici, on dirait carrément qu'il est en train de passer une DMO. Bon, un peu plus grand comme appareil. Un appareil de DMO, je précise que ça ressemble à ça, densitométrie osseuse. Alors, d'accord, je vous imagine en train de réfléchir et de cogiter un peu et de vous dire, d'accord, très bien, on a réglé le problème de la claustrophobie et des risques de sédation et tout ce qui est inutile et risqué pour le patient et tout. Pourquoi on n'orienterait pas tous nos patients vers ce type d'IRM où c'est terminé, on n'en parle plus? Ce serait formidable. Ah ben oui, c'est bien pensé, sauf que on a réglé que le problème de la claustrophobie. Et encore, il y a des personnes qui ne supportent même pas quand c'est ouvert. Et j'en ai fait l'expérience, il y a des personnes claustrophobes qui, même mises dans des IRM à champ ouvert ou des IRM ouvertes, elles ne supportent pas. En contrepartie, il ne faut pas oublier que ce sont des IRM dont la technologie ne permet d'offrir que de faibles champs magnétiques de 0,2 à 1 Tesla maximum. Et encore, Hitachi a réussi ces dernières années à élaborer un aimant bipolaire générant un champ magnétique jusqu'à 1,2 Tesla, donc dans la gamme des hauts champs. C'est le meilleur qu'on puisse faire aujourd'hui en matière d'IRM ouvert. C'est le 1.2 et ça vient de sortir, c'est pas... Ok. Donc, vous voyez qu'au final, on a tout. On dispose de tout et on peut tout s'offrir. Sauf qu'il y a des compromis à faire. Par exemple, si on opte pour le confort, si on veut éviter les risques de la sédation, si la pathologie explorée ne nécessite pas de grande résolution ou d'une qualité d'image importante, ça se fera au détriment de la qualité d'image et de la précision diagnostique. Si par contre, on opte pour des résultats de qualité optimale, pour une meilleure qualité d'image avec meilleure efficacité diagnostique, ça se fera au détriment du confort du patient. C'est aussi simple que ça. IRM fermée versus IRM ouverte. Maintenant que j'ai parlé des puissances des champs magnétiques, qui dépendaient principalement de ces types d'aimants utilisés, une petite notion des marques les plus utilisées en matière d'IRM doit être connue. Une petite notion. Donc, je vais aborder ici les différents constructeurs d'appareils. En fait, on peut comparer le monde des technologies et marché IRM au monde automobile. Différentes marques, qu'on appelle constructeurs en jargon, proposent différents modèles avec différentes gammes et plus ou moins plus d'options. Il y a toujours des marques plus connues que d'autres, car ayant fait leurs preuves sur le terrain, étant investies dans la recherche et le développement. Dans le milieu des marchés IRM, c'est pareil. Parmi les 16 marques disponibles, 3 émergent principalement du lot. La concurrence est très rude, avec de nouveaux constructeurs qui tentent de plus en plus de se frayer un chemin et de se faire une place dans le marché. Mais bon, quand on nous demande laquelle des 3 est la meilleure, c'est comme comparer ces 3 marques automobiles. Des débats infinis, chacun ses préférences, chacun son vécu, son expérience, chacun son ergonomie, etc. Les marques les plus connues d'IRM sont les General Electric, GE, Siemens et Philips. Donc, chacune d'elles propose ses différents modèles en fonction du type d'aimant et de l'intensité du champ magnétique qu'elle propose, des différentes performances technologiques, les nouveautés en matière du développement de séquences, l'optimisation des protocoles, etc.
et la concurrence se fait dans par rapport au service après-vente, etc. Donc, voilà tout concernant les différents types d'appareils IRM qui existent à ce jour. Sans parler des IRM ultra spécialisés qui existent dans quelques pays seulement, tels que, là je vais ouvrir une petite parenthèse, bon, en gros, pour résumer, c'est tout ce qu'il y a comme IRM ici en Algérie. Mais ce qui se fait dans le monde, il y a d'autres particularités IRM qui existent dans le monde dont je vais parler. Par exemple, on a les IRM debout ou IRM de contrainte qui utilisent des aimants soit bipolaires, comme ici je suppose, dans ce cas, soit des IRM, des aimants permanents en C, hein, comme ici, avec la possibilité de passer à la position couchée grâce à un système de rotation qui permet une plus grande manœuvre. Ça a l'avantage en fait d'étudier le corps sous différentes contraintes, mais surtout, ici par exemple en flexion, mais surtout en charge, surtout pour ce qui est de l'IRM rachidienne, c'est-à-dire IRM lombaire, IRM cervical, thoracique, ou l'IRM articulaire. On peut même s'avancer à tester, s'aventurer à tester des trucs bizarres, bon, chacun sa passion. Enfin bref, pourquoi les IRM debout ou positionnels? La contrainte du poids du corps entraîne des modifications anatomiques qui apparaissent en imagerie et qui n'étaient pas forcément visibles en IRM conventionnel en position couchée. Ici par exemple, en position couchée, il y a une atteinte dégénérative discale L4, L5 avec un discret étalement. Par contre, la position debout nous permet de voir nettement le disque s'écraser entre les vertèbres L4 et L5, avec carrément une hernie discale postérieure pouvant contraindre les racines de la queue de cheval et mise en contact des apophyses épineuses. Plusieurs articles montrent l'intérêt de l'IRM en position de contrainte lorsqu'on n'arrive pas en IRM conventionnel à trouver l'anomalie ou à expliquer la symptomatologie. Bien sûr, j'entends par position de contrainte la position debout ou assise, avec ou sans flexion, extension lombaire ou cervicale. Et j'entends par IRM conventionnel les IRM classiques qui se font dans le tunnel en position couchée, etc. Bref, sur certaines études, 50% des patients ayant eu des IRM conventionnels normales, avec compte rendu normal, se sont retrouvés avec des diagnostics bien établis et précis après avoir bénéficié de ce type d'IRM debout. Donc 50% ce n'est pas rien. Et ça prouve l'utilité de ces IRM debout. Ici, par exemple, une patiente de 63 ans se plaignant de lombosciatalgie positionnelle. Ici, en position assise neutre, on note un discrète antélisthésis L4-L5 avec discrète sténose canalaire centrale mesurée à 8,5 mm. Jusque-là, ça n'explique pas vraiment les douleurs positionnelles qu'elle ressentait. Par contre, ici, chez la même patiente, mais cette fois-ci en flexion lombaire, il y a un antélisthésis plus marqué en L4-L5, responsable carrément du sténose canalaire sévère qui est mesuré avec un canal central qui est mesuré à 1 mm et qui vient comprimer les racines de la queue de cheval. Ça par contre, ça explique franchement les douleurs intenses positionnelles que ressentait la patiente en se penchant en avant. Ce type de patient par exemple pourrait avoir un compte-rendu IRM classique normal. C'est pourquoi en matière d'IRM lombaire, je préfère quand même rajouter examen sans anomalie en position couchée. J'ajoute en position couchée parce que ça n'exclut pas des anomalies en position de contrainte. C'est-à-dire que lorsque le sujet se met debout, ça n'exclut pas qu'il y ait une hernie discale, qu'il y ait un antélisthésis, qu'il y ait un pincement ou un conflit radiculaire, etc. Le deuxième type, dans ça c'était pour les IRM debout, c'était un cas particulier qui se faisait dans le monde, je crois qu'il y en a 3 en Angleterre ou quelque chose comme ça. Le deuxième type d'IRM un peu spécial, ce sont les IRM des extrémités. Peu encombrants, non contraignants, ni contrariants, on les utilise pour l'exploration musculo-squelettique. Ça explore les genoux, les chevilles, les pieds, les coudes, les mains, etc. L'intensité du champ magnétique peut atteindre les 1,5 Tesla. Alors attention, ce sont des champs magnétiques qui sont des hauts champs magnétiques, contrairement à l'IRM debout, et ce sont des bas champs magnétiques, puisque les aimants utilisés étaient des aimants en fer à cheval ou bipolaires. Là par contre, ce sont des petits tunnels qui ne laissent passer que de petites structures telles que
les membres, et les genoux, etc. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir tout ça, tous ces appareils disponibles et les décrire, etc. Mais en pratique, lequel demander et recommander à nos patients? En fait, et en règle générale, ce qu'il faut savoir, c'est que ces différentes machines n'entrent pas en compétition, bon, sauf pour les marques, et que les avantages des unes commencent là où se révèlent les limites des autres. Et pareil pour les inconvénients. Retenez juste que les chemins les plus courts sont les lignes droites. Et la ligne droite en matière d'efficacité, c'est l'IRM à 1.5 Tesla. Et c'est pareil dans le monde. Bon, maintenant la 3 Tesla tend à être présente, mais la 1.5 est le worldwide standard actuellement. Elle répond à pratiquement toutes les situations liées à la pratique médicale actuelle. Et ce ne sera que lorsque cette ligne droite sera barrée ou fermée que l'on aura recours aux chemins alternatifs que sont les autres appareils disponibles tels que les champs ouverts ou les IRM debout, les IRM des extrémités, etc. Voilà tout, j'espère que cette illustration globale vous aura permis d'y voir plus clair. Vous comprendrez désormais ce que veulent dire les termes techniques employés lorsque vous lirez un compte-rendu IRM, des expressions du genre examen réalisé sur IRM à Auchan, Siemens, Avanto, 1.5 Tesla. Et je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous rappelle bien sûr de ne pas oublier de lâcher des commentaires pour me proposer vos idées. Euh, Bien sûr, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous lâchez un thumb down en précisant pourquoi vous n'avez pas aimé. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je compte faire une prochaine vidéo un peu plus détaillée destinée aux résidents en radiologie concernant les avantages et les inconvénients des IRM à Auchan et de Bachan avec des notions un peu plus techniques donc qui n'intéresseront pas forcément les non-radiologues. Ce sera évidemment vague mais très intéressant, en tout cas ça a été pour moi lorsque j'ai préparé ce thème. Donc aux résidents radiologues je vous dis à bientôt. Pour les autres non radiologues, pas besoin de faire cette tête-là, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera des contre-indications absolues et relatives de l'IRM, où je vais parler également des enfants, des femmes enceintes, des prothèses, etc. Donc, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, et salam alaikum.